Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, épisode K de notre saison 2 qui a pour but de faire un lien entre d'un côté de la théorie des représentations liées aux algèbres aimables, donc Carquois, tout ce genre d'affaires, et de l'autre côté de la combinatoire des mots avec les mots parfaitement amassants. Bon, alors je vous fais un bref récap des précédents épisodes. Nous avons parlé au tout début de cette saison de la combinatoire des mots et de 2-3 choses qui sont liées à cette combinatoire des mots, notamment les mots parfaitement amassants, quelques transformations comme la transformation de Burroughs-Wheeler, etc. Les méandres également, on a fait une petite aparté là-dedans qui a duré un certain temps. Puis nous avons embarqué dans la partie théorie des représentations de Carquois en commençant par parler des surfaces dualisables, donc avec dissection dualisable. On a ensuite montré qu'on pouvait construire un Carquois à partir de cette dissection dualisable d'une surface. On a énoncé un résultat disant que les Carquois qu'on obtient sont des Carquois à relation localement aimables. Puis je vous ai rappelé quelques petites choses sur les Carquois localement aimables, notamment une classification des indécomposables. Et au dernier épisode, je vous ai dit qu'en fait, les modules bandes, donc les représentations de bandes, en fait peuvent se caractériser comme des courbes sur la surface. Voilà, on a un bref récap ce qu'il en a été. Maintenant, à travers un exemple, je vais juste lancer un exemple et puis vous montrer un petit peu, remontrer un petit peu de quoi il s'agit exactement. Alors je vais partir d'une surface. Alors ici, la surface que je vais considérer, ça ne va pas être une surface aussi simple que les précédents. Ici, je vais considérer une surface donnée par un tore. Et ça va me permettre de rappeler la construction topologique d'un tore. Donc la construction topologique d'un tore, ça peut se voir comme un rectangle. D'accord ? Donc prenez votre feuille de papier, vous avez un rectangle. Et vous identifiez les côtés opposés de ce rectangle. Donc tout d'abord, vous identifiez les côtés qui correspondent en fait aux largeurs de votre rectangle. Donc vous les identifiez sans le retourner. Donc vous identifiez vraiment bande à bande, d'accord ? Ok, de cette manière-là. Et puis vous identifiez de la même manière ensuite les longueurs du rectangle. Donc vraiment pareil, imaginez vraiment le truc. Ok. Donc on identifie également les longueurs du rectangle. Et en faisant ces identifications sans retourner quoi que ce soit, parce qu'on pourrait décider aussi de retourner les segments qu'on cherche à identifier, eh bien on se retrouve avec un tore. Donc un tore ici, puis bon, juste pour représenter les coutures, on va dire, de vos identifications. Voilà à quoi ça ressemblerait les identifications effectuées. Donc c'est comme si la première identification vous donne un gros cylindre, et puis de ce cylindre, vous ensuite identifiez les côtés opposés vraiment en recollant la longueur avec la longueur vers l'intérieur. Voilà, vous pouvez, ou vers l'extérieur si vous préférez, mais voilà, peu importe dans quel sens vous le faites. L'important c'est que vous ne retournez pas le segment. Donc on peut aussi créer d'autres figures géométriques, juste pour là je parle ça pour la culture, notamment le ruban de Mobius qui est un des premiers exemples de surface non orientable. D'accord, donc un des premiers exemples de surface non orientable, c'est le même genre de truc, vous prenez le rectangle, sauf que cette fois-ci, les deux bandes que je vous ai demandé d'identifier, vous en retournez une des deux, puis vous en identifiez. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle un ruban de Mobius. Et donc c'est une des premières surfaces les plus simples dans lesquelles on montre que la surface n'est pas orientable. On n'est pas capable de distinguer ce qui est intérieur et extérieur en fait. C'est vraiment ça en fait l'idée de orientabilité d'une surface quelque part. Et puis il y a également une autre figure dont il existe d'ailleurs quelques sculptures autour de ça, la bouteille de Klein, qui peut s'obtenir à partir justement du ruban de Mobius, puis ensuite en identifiant les longueurs opposées du rectangle. Donc vous commencez par l'identification comme le ruban de Mobius, puis une fois que vous avez fait ces identifications-là, vous devez faire l'identification entre les deux longueurs du ruban finalement. Et là, l'identification, vous n'avez pas besoin de le retourner. Et en faisant cette identification-là, alors c'est pas évident du tout à voir, clairement c'est difficile à voir, c'est un plongement de quelque chose qui est en dimension, si je dis pas de bêtises, un plongement de quelque chose qui est en dimension 4 sur une dimension 3, donc c'est vraiment assez compliqué à comprendre de quoi il s'agit, mais je vous invite je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil en tapant bouteille de Klein pour voir quel type de figure ça peut donner en 3D. Donc, déjà si j'écris mieux Klein, ça pourrait vous aider. Hop, donc bouteille de Klein.
Donc, si vous tapez bouteille de Klein, vous allez voir donc le résultat du type de surface qu'on pourrait obtenir, sachant que cette surface est un plongement dans R3 de finalement la surface qu'on obtiendrait qui vit dans R4. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce genre d'idée en tête. Voilà, donc c'est de la topologie algébrique qu'on fait ici. Bien, alors maintenant avec ces identifications, donc je peux décider de représenter ce qui se passe sur un tore via un rectangle où j'identifie les longueurs comme je l'ai expliqué, sans retourner, d'accord? Donc largeur avec largeur et longueur avec longueur. Ok? Donc à partir de maintenant, le tore qui est dessiné là sera représenté de cette manière-là. Je suis plus très sûr si j'en avais déjà parlé, probablement que oui, mais je préfère vous le rappeler, au moins ça permet même à des gens qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents d'essayer de suivre. Bon, alors maintenant, je vais considérer une surface, donc là, le tore, je vais considérer un trou que je vais décider d'identifier de cette manière-là. Donc par rapport au dessin ici, c'est comme si j'avais décidé de mettre un trou ici, à l'intersection finalement des identifications. Voilà, et pour dessiner une surface dualisable, enfin une dissection dualisable sur la surface, il faut prendre une collection de points, et cette collection de points doit pouvoir se partitionner en deux couleurs, donc deux ensembles, et ces points, il doit y en avoir sur les bords, donc notamment sur les trous de la surface, donc les bords des trous de surface. Donc là je vais avoir, on va décider un point vert ici, un point vert ici. Et il faut que les points alternent, donc ça veut dire que je dois avoir, pour les autres parties de bord, je vais mettre des points rouges. D'accord, donc vous pouvez vous amuser à vérifier si je suis... Donc là, ça vous permet aussi de voir comment on lit, j'ai essayé de vous montrer comment on lit en fait ce qui se passe sur le tore dans le carré. Donc si je suis à partir de ce point vert le bord, dans ce sens-là, je vais me retrouver ici, j'identifie, là j'ai un point rouge, je remonte, là j'ai un point vert, je vais par là. J'ai un point rouge, j'ai un point vert, donc on voit bien que les points alternent. Ici, je décide de ne pas faire de points à l'intérieur de la surface. D'accord? Et je vais décider de faire la dissection suivante. Donc, je dessine la dissection qui va être celle-ci. Donc, je repasse juste pour que ce soit visible à l'écran. On a ceci. Donc, ceci va aller par là et je vais décider comme ça. Et puis pareil, on va faire un arc par là, et ensuite aller par là. Voilà, donc voilà une dissection et vous pouvez vous amuser à vérifier qu'elle est dualisable. En effet, pour qu'elle soit dualisable, il faut s'assurer que le point rouge, chacun des points rouges se trouve dans un des morceaux de la décomposition, soit carrément à l'intérieur de ces morceaux, soit ça doit être sur le bord donc, de la surface, donc un des bords de la surface, et ça doit être un des bords de la décomposition. Et en effet, si vous vous amusez à regarder quels sont les éléments qui apparaissent dans cette cellule, bah pareil, par identification, ça veut dire qu'il va falloir regarder ce qui se passe de ce côté-là, donc de ce côté-là. Donc je vais avoir ça. Et puis si je regarde de ce côté-là, je vais avoir ce côté-là. Donc ce que j'ai dessiné là, hachuré en bleu rapidement, ça correspond en fait au découpage en cellules. Donc là on a découpé en deux cellules, le découpage en cellules donné par ma dissection. Et donc chacune des cellules contient bien en effet un seul point rouge, donc tout va bien, c'est bien une surface dualisable. Donc tout va bien, enfin c'est bien une dissection pardon, dualisable. Et on peut vérifier aussi que les morceaux de la dissection, si on s'amusait à bien les décoller, ces morceaux-là sont bien homéomorphes à des parties du disque. Donc il n'y a pas de problème non plus avec ça. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, voilà ce qu'il en est de ce rappel. J'ai fait une dissection dualisable, ok, donc la dissection dualisable c'était des définitions qu'on a vues à l'épisode de F, pour le rappeler. Et à partir d'une dissection dualisable, on peut définir un carquois à relation. Et le carquois à relation, comment on fait? On va donner des numéros à mes arcs. Alors je vais décider de mettre les numéros suivants. Je vais prendre l'arc 1 ici. Ici 2. Et ici 3. Et puis pour dessiner le carquois associé à cette chose-là, ce que je dois faire, c'est dans un premier temps considérer les différentes diagonales qui sont présentes dans cette dissection comme étant les points du carquois, donc du graphe. Donc je vais avoir 1, 2, 3. Et puis ensuite les flèches correspondent, donc
les flèches qu'on va avoir correspondent exactement à des angles de ce type-là, qu'on peut lire dans la surface. Donc à chaque fois qu'on a ce type d'angle, ça veut dire qu'on doit mettre une flèche qui va dans le sens de l'orientation qu'on a imposée. Ici, il y a une orientation anti-horaire autour des sommets. Donc si je suis l'orientation anti-horaire autour des sommets, je vois que je vais avoir une flèche qui va de 1 vers 2, et j'ai une flèche aussi qui va de 2 vers 3. Mais remarquez qu'il y a aussi le même genre de configuration de ce côté-là. Et si je fais les identifications, l'arc 1 qui est ici correspond à l'arc 1 qui est ici. Donc c'est le même arc ici. D'accord? Et on a aussi le même arc ici, pour 3. Donc on a aussi des angles qui apparaissent de ce côté-là. Et ces angles-là va me donner une flèche qui va de 1 vers 2 et une flèche qui va de 2 vers 3. Mais ces flèches-là sont différentes des flèches qu'on a ici. Donc on va se retrouver également avec une flèche ici et une flèche ici. Ok. Alors, je vais essayer de décider quand même. Donc, je le redessine un tout petit peu mieux. Donc j'ai finalement deux flèches qui vont de 1 vers 2 et deux flèches qui vont de 2 vers 3. Maintenant pour les relations, pareil, je rappelle qu'il s'agit de configurations de la forme suivante. Donc à chaque fois qu'on a des configurations comme cela, les flèches dans le carquois doivent satisfaire à certaines relations. Ok? Donc là ici j'ai une relation. Alors là par exemple, je vois qu'il y a une relation en faisant 1, donc ici 1 vers 2, 2 vers 3. La première flèche qui est ici est en relation avec la deuxième flèche qui est ici. Donc là, bon, comme je n'ai pas encore donné de nom aux flèches, je vais tricher, je vais mettre une relation ici. Et puis j'ai une autre relation donnée de la même manière. La première flèche de l'autre chemin, la première flèche qui est ici, est en relation avec la deuxième flèche qui est ici. Donc je vais avoir une autre relation ici avec les deux autres flèches qui sont là. Très bien. Donc, juste pour qu'on soit clair, si j'avais décidé de appeler ici, disons, alpha, bêta, les deux flèches, ici j'aurais par exemple, alors on va le faire coïncider, alpha, bêta, et puis si j'avais décidé d'appeler gamma, delta, les deux flèches qui sont ici, alors j'ai une relation ici entre gamma et delta. Voilà, juste pour que vous voyez bien la correspondance de bout en bout des flèches à partir de la dissection. Bon, voilà, on avait vu ça, on avait vu également, ça c'était le résultat de l'épisode 2H, que n'importe quel carquois qu'on obtient à partir d'une dissection dualisable, c'est un carquois à relation localement aimable, et aimable s'il n'y a pas de point vert à l'intérieur de la surface. Donc ça marche. On a vu également en épisode 2I que on avait une classification des modules indécomposables de l'algèbre localement aimable associé au carquois relation aimable, ou donc plus précisément on peut parler de représentation indécomposable là-dedans, et on a deux types de représentations indécomposables. On a les représentations cordes et les représentations bandes. Ok, donc bon là je ne vais pas faire de rappel exactement de quoi il s'agit. Mais la dernière chose dont on avait parlé, le dernier épisode de J, on avait dit qu'en fait les modules bandes, donc les représentations de bandes, sont en correspondance avec des courbes fermées, primitives. Donc plus précisément c'est des familles paramétrées. Parce que les bandes sont paramétrées par plusieurs choses. Donc les cordes sont paramétrées juste par une corde. D'accord? Donc une corde c'est comme une marche dans le carquois. Vous avez le droit de suivre les flèches dans un sens comme dans l'autre. L'important c'est que vous n'avez pas le droit de faire alpha, alpha moins 1 par exemple. Donc il faut que ce soit réduit. Et vous devez éviter les relations. Donc vous n'avez pas le droit de faire alpha puis bêta. Ça vous n'avez pas le droit. Par contre vous avez le droit de faire alpha puis gamma. Puis après bêta moins 1, gamma moins 1 par exemple. Ça vous avez le droit. Ok? Donc ça c'est les cordes, et les bandes, ils sont paramétrés par, d'une part, des cordes bien spécifiques. Donc vous avez le droit, encore une fois, de faire des opérations. Par contre, vous devez commencer et finir au même endroit. Et puis en plus de ça, il faut que ce soit primitif, donc au sens où vous n'avez pas le droit d'avoir une corde qui s'écrit comme puissance d'une plus petite corde. Donc ça ne va pas se concaténer à plusieurs reprises pour donner... vous n'avez pas une corde qui se concatène à plusieurs reprises pour obtenir oméga. Il y a ça, et puis il y a deux autres paramètres, il y a lambda et n.
Donc lambda, ça va être un... Ouais. Donc lambda, ça va être un élément dans le corps non nul. Et n, ça doit être un entier naturel. Non nul. Et là, ici, l'identification dont je suis en train de parler, c'est l'identification en termes de famille paramétrée selon lambda. Donc on a lambda qui doit être un élément du corps non nul. Et n, par contre, égale 1. D'accord? Donc on a vraiment ce genre d'identification qui peut être fait. C'est ce dont on avait parlé la fois dernière. Bon, alors maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on peut, en fait, caractériser, en termes de courbes fermées primitives, comment on peut caractériser les modules bandes qui sont briques. Alors pour faire ça, je vais faire un exemple, toujours à partir de la surface que j'ai considérée. Je vais même faire deux exemples. Donc je redessine rapidement la surface que j'ai considérée ici. Hop. Hop. Donc là on a notre point vert, la dissection. Et ici, pareil, la dissection ici. Voilà. Et puis on a les points rouges quand même, je vais dessiner. Donc, même si elles n'ont pas beaucoup d'importance dans ce que je vais faire, il faut que je le fasse. Voilà, donc j'ai redessiné la dissection dualisable du tore que j'avais dessiné ici. Et maintenant je vais dessiner une courbe. Alors je vais dessiner une première courbe. Alors on va la dessiner peut-être comme ça. Donc je vais dessiner une courbe comme ça. Tac. Donc, ouais. Alors, il faudrait peut-être pas que je la fasse comme ça. J'aimerais... Donc je vais faire deux exemples. Je vais d'abord faire une première courbe. Alors on va essayer de dire... Je vais faire un truc genre comme ça. Donc j'ai ça. Ensuite, ça veut dire que je suis là. Donc je vais remonter, disons. Tac. Je remonte. Je passe à travers. Tac. Et je reviens ici pour dire que je reviens au même point de départ qu'ici. Voilà, donc je viens de dessiner une courbe qui n'est pas évidente du tout, bien sûr. Mais l'important ici, c'est que les deux courbes s'intersectent. Enfin, la courbe, en fait, parce que ce n'est pas les deux courbes, c'est la courbe s'intersecte. Okay. Donc là, j'ai décidé que la courbe s'intersecte. Donc dessiner une courbe ici, ça revient à dessiner une courbe sur le tore. Bon, je ne vais pas m'amuser à la dessiner parce que j'ai bien peur de faire un mauvais dessin qui finisse par être illisible. Mais ici, ça veut juste dire je dois suivre la courbe d'abord de longueur à longueur, puis ensuite largeur à largeur, puis largeur à une longueur. La longueur, je vais ensuite à la longueur, puis ensuite repar là. D'accord? Bon. Alors comment est-ce que je peux obtenir la représentation associée à cette courbe? Donc, je vais l'appeler C0. Eh bien, pour retrouver la représentation associée à cette courbe, on en avait parlé aussi l'autre fois, il suffit de voir à travers quelle flèche, ou quelle cellule, ou quel angle est-ce qu'on passe. Donc il faut regarder notre courbe et se dire, ok, on passe à travers quel axe. Alors on peut décider de lire ce qui se passe. Je suis en train de me poser la question si j'ai pas fait un mauvais truc par rapport à mon dessin. Non, ça va, ok, cette courbe, elle intersecte. Qu'on soit bien d'accord, cette courbe, elle intersecte, donc j'aurais peut-être dû, si je veux que ça marche. Juste pour que, sinon ça va peut-être vous embrouiller un peu. Il y a bien une intersection ici. D'accord, donc à ce point-là, il y a bien une intersection. Bon, ok, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du point que j'ai mentionné ici, et puis je vais suivre la courbe. Je peux choisir de le suivre dans le sens que je veux, parce qu'à isomorphisme près, on en avait parlé, à isomorphisme près, lire la corde ou lire la corde à l'envers, ça ne changera rien à la représentation finale. Et c'est un peu la même chose pour les bandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Je vais commencer par l'intersection qui se trouve ici, donc qui commence avec l'arc 1. Vous avez ici les numéros, les sommets qui correspondent, les flèches qui correspondent. Donc, je commence avec 1, d'accord? Et donc, d'après le dessin, donc là, si je suis la courbe dans ce sens-là, je vois que je vais vers 2 par la flèche gamma. Donc, je descends de gamma. Je vous rappelle qu'on pouvait dessiner les cordes et les bandes de cette manière-là, en mettant toutes les flèches vers le bas, en faisant des espèces de montagnes. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'arrive à 2. 2, ensuite,
je remonte à 1, parce que j'intersecte, vous voyez l'arc en 1, et je remonte en 1 en suivant la flèche alpha. Donc je me retrouve ensuite à alpha ici avec 1. Puis après, vous voyez, donc là, j'essaie de faire le parcours en même temps. Il faudrait peut-être que j'assure un petit peu mon parcours. Donc, tac, tac, tac. Donc là, j'ai parcouru tout ça. Et puis, là, je suis arrivé maintenant ici. Ici, vous voyez que je reçus la même flèche. Donc, je vais redescendre par gamma. Vraiment, faites l'identification avec le dessin qui est ici. Donc, je descends suivant gamma. Puis, je redescends. Donc là, je suis arrivé ici. Et puis, je redescends suivant maintenant l'autre flèche. Donc, la flèche qui s'appelle bêta. Donc là, je descends bêta 3. Très bien, alors maintenant je suis ici, très bien. Je remonte et vous voyez que je remonte à 2. Et je remonte à 2 en suivant la flèche delta. Donc, delta 2. Je remonte encore. Puis vous voyez que je vais finalement me retrouver encore une fois à travers l'axe 3. Donc la courbe 3. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi la flèche bêta. Donc j'ai la flèche bêta à suivre en descendant. Je suis en train de me poser la question si c'était bien bêta. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, oui, c'est ça. Donc c'est bien bêta. Ok. Donc j'ai ça, très bien. Donc voilà, j'en suis arrivé là-haut. J'arrive ici, j'intersecte à nouveau 2, et cette fois-ci, la flèche que j'ai suivie, c'est la flèche delta, encore une fois à l'envers. Ok. Donc encore une fois à l'envers, j'ai 2. Et puis encore une fois en continuant, là je remonte encore une fois, là j'ai 2 vers 1, et je remonte en suivant la flèche alpha. Et voilà, j'ai terminé mon tour. Là, si je continue, j'arrive à nouveau au point par lequel j'ai démarré. Donc ça permet de vérifier aussi qu'on a bien une courbe fermée. Je n'ai pas fait n'importe quoi. Bon. Et maintenant, donc là, ce que j'ai dessiné, c'est exactement la bande. Donc il faut que je fasse correspondre le sommet de départ avec le sommet d'arrivée. Ça, c'est exactement la bande qui correspond finalement à la courbe. D'accord? Bon. Et je peux maintenant dessiner le module bande associé avec n égale 1. Donc si je dessine le module bande associé à n égale 1, je vais obtenir le module bande, je vais obtenir la chose suivante. Donc le nombre de copies du corps correspond exactement au nombre de 1 qu'on parcourt ici, sauf qu'on identifie le premier 1 avec le dernier 1. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 2 copies de 1 qui apparaissent ici. Très bien. Donc après j'ai 2 flèches ici, je vais donner les applications après. Le sommet 2, j'y passe à travers 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc j'ai K4. Et puis pour le sommet 3, je passe à travers 2 fois, donc j'ai K2. Bon, puis maintenant que j'ai déterminé les espaces vectoriels, il me reste à décrire les morphismes entre ces espaces vectoriels. Pour les décrire, je vais les écrire sous la forme de matrice et je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour chacune des flèches. Pour la première, je ne vais pas m'occuper de alpha tout de suite, je vais m'occuper d'abord de gamma. Pour gamma, je vois que la première copie est envoyée sur la première copie de K. Donc ça veut dire que dans la matrice que je vais écrire ici, je vais avoir 1, 0, 0, 0, comme ceci. Et puis la deuxième copie de K est envoyée sur la deuxième copie de K pour le sommet 2, donc je vais avoir 0, 1, 0, 0. Pour la flèche bêta, je vois que la deuxième copie donc la première copie est envoyée vers 0. Donc la première copie est envoyée vers 0, donc j'ai ceci. La deuxième copie de 2 est envoyée vers la première copie de K, de 3, donc je vais avoir 1, 0, comme ceci. Et ensuite j'ai la troisième copie de 2. Oui, la troisième copie de 2 est envoyée vers la deuxième de 3, donc je vais avoir ceci. J'essaye de... C'est vrai que c'est pas évident, mais je vais avoir une superposition avec la bande, donc je vais juste le faire un tout petit peu plus haut exprès. Donc là j'ai, on a dit bêta, et ici j'ai delta. Donc j'ai ça, et puis enfin la dernière copie, il ne se passe rien par rapport à bêta, donc j'ai 0. Ensuite, par rapport à delta, je suppose que j'ai quelque chose d'à peu près similaire. Donc delta, qu'est-ce qui se passe? Donc delta, les deux premières copies sont envoyées vers 0, puisqu'il ne se passe rien pour les deux premières copies. Par contre, pour les deux autres copies, je vais avoir
la troisième copie qui est envoyée vers la première, et la... donc là c'est delta, hein. Donc oui c'est ça, et puis ici je vais avoir la même chose, donc 0, 1, voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens, et enfin ici, pour alpha, je vois que la première copie est envoyée sur la première copie de 2, mais je vois aussi que la première copie est aussi envoyée vers la, la dernière copie de 2 dans K4. Donc en fait c'est ça qui va faire intervenir un paramètre. Donc j'ai 1, 0, 0 et je vais faire apparaître un paramètre lambda. Lambda qui est le lambda qui viendrait de cette chose-là. D'ailleurs je dois mettre lambda moins 1 si je veux être précis parce que j'ai suivi la flèche dans le mauvais sens. Donc c'est là où le paramètre lambda apparaît. Et puis ensuite je vois que la deuxième copie de 1 est envoyée vers la première copie de 1. Donc je vais avoir 1, 0, 0, 0. Et voilà, je viens de vous reconstruire la représentation bande brique correspondant à la bande oméga qui est au-dessus. Lambda, un nombre complexe non nul, si vous voulez, et puis n égale 1. Bon voilà. Alors je ne vais pas faire le travail, hein, on pourrait s'amuser à regarder les morphismes, parce que c'est ça qui va être intéressant, on pourrait s'amuser à regarder les morphismes de cette représentation, et il se trouve que les morphismes de ces représentations, parmi ces morphismes, on ne va pas avoir que l'identité. En effet, il va y avoir un morphisme qui peut être décrit en envoyant la copie de 2 qui se trouve ici vers la copie de 2 qui se trouve ici. Donc ça veut dire que je peux créer un morphisme de représentation. Bon, je ne précise plus les morphismes là, entre les espaces vectoriels. Tout ce que je vais décrire, c'est les morphismes entre les espaces vectoriels dans ce sens-là. Donc ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Ici, j'envoie vers 0. Donc là, j'envoie par les morphismes 0. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer, donc, on a dit la première copie de 2 vers la troisième copie de 2. Donc je vais avoir 0, 0, 1, 0. Puis après, tout le reste, 0, quoi. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc tout le reste de la matrice, bon, même si je l'ai écrit très vite, c'est que des 0. Il n'y a que un 1 placé en première colonne et troisième ligne. Tout ça pour dire que la première copie de 2 est envoyée sur la troisième copie de 2. Non, et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Ça va être un morphisme qui va être dans l'autre sens si je veux que tout marche. Je fais des bêtises. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc c'est plutôt dans l'autre sens. C'est la troisième copie de 2 qui va être envoyée sur la première copie de 1, si je veux que les choses fonctionnent. Et là, vous pouvez vous amuser. Là, je vous laisse la joie de le vérifier par vous-même. Que si vous calculez les produits matriciels que vous aurez, donc cette matrice fois cette matrice, ça va bien être égal à 0. Cette matrice fois cette matrice, ça fera aussi 0. Vous pouvez aussi vous amuser à vérifier que cette matrice fois cette matrice, ça fait bien 0. Cette matrice fois cette matrice, ça fait bien 0. Donc tous les carrés commutatifs sont respectés, ça me donne un morphisme, mais ce morphisme n'est pas un multiple de l'identité, c'est pas un isomorphisme. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que la représentation bande que je vous ai donnée ici n'est pas brique. Je vous ai passé tout un truc de calcul où je pourrais essayer de déterminer tous les morphismes qu'il y a, tous les endomorphismes plus précisément qu'il y a pour cette représentation. Donc c'est des morphismes qui vont de cette représentation vers elle-même. Et je vous ai montré ici, je vous ai mis en évidence qu'il y a un morphisme qui ne correspond pas à l'identité et qui est non nul, partant donc de cette représentation vers elle-même. Le fait de montrer ça, ça montre que ce n'est pas une représentation brique. Car par définition, nous avons vu, dans le cas où on travaille avec un corps complexe, nous avons vu que, en fait, être une bande brique, ça veut juste dire que les seuls morphismes qu'il peut y avoir entre la représentation et elle-même, c'est l'identité à un scalaire près. Et là, on n'a pas l'identité. Donc ça veut dire que cette représentation n'est pas brique. Et en fait, ça va être très très lié au fait que la courbe s'est intersectée avec elle-même. Et voilà l'énoncé du résultat que j'aimerais donner. Alors je vais essayer de garder ce dessin-là pour donner ensuite un autre exemple. Essayer de donner un autre exemple. Donc le résultat, on va appeler ça théorème.
Donc encore une fois, c'est dû à des gens qui ont travaillé ce type de modèle. Donc encore une fois, ça va être Bauer et Raquel Coelho Simouès. Donc Coelho Simouès. Mais c'est aussi... alors c'est quoi, dans quel ordre? C'est Hopper, Plamondon, Schroll, voilà. Bon, j'ai déjà donné ces références, mais je les rappelle. Tout ce que je raconte là est beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus de choses dites dedans. Donc en fait les modules, alors je pense que c'est lié à leurs travaux, mais c'est aussi d'autres travaux, mais c'est pas très difficile de le vérifier quand on a les connaissances qu'il faut. Donc en fait les modules bande briques de la forme M oméga lambda 1 avec lambda un nom complexe, eh bien sont en correspondance avec les courbes fermées, primitives qui ne s'auto-intersectent pas. Voilà en fait la correspondance qu'il y a entre donc les modules bande brique et le modèle géométrique. Alors je vais faire un autre exemple pour illustrer ce propos et puis je m'arrêterai sur ça. Donc je garde toujours la même surface, je garde toujours le même carquois. Hop. Bon, j'efface parce que sinon j'ai pas de place. Je vais faire une courbe un petit peu plus simple, mais tout aussi intéressante. Donc pareil, je vous redessine la surface, encore une fois, plaf, 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 plaf. Voilà. Ensuite, la dissection. Hop. Comme ça, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour comprendre le lien entre les deux choses. Hop, les points rouges, encore une fois, qui ne servent pas forcément à grand chose ici. Donc là, la courbe que je vais considérer, ça va être la suivante. Je vais faire une courbe qui part toujours d'ici. Je vais aller tout droit. Puis, je monte ici, donc je vais me retrouver... Est-ce que je monte bien ici? Oui, je monte. Oui, je monte ici. Attendez 2 secondes. Oui, c'est ça. Donc là, je ne veux pas intersecter. Okay. J'intersecte qu'après. Donc là, j'intersecte. Puis je vais monter par là. Voilà, tac. Et cette fois-ci, je vais éviter d'avoir une intersection, donc je vais passer par là tout de suite. Hop, voilà. Je vais passer par là, et j'identifie le point que j'ai ici avec le point que j'ai ici. Voilà la courbe que je vous propose cette fois-ci. Alors on peut faire le même exercice, je vous invite à essayer de le faire d'ailleurs si vous voulez. Essayez de déterminer la bande qui correspondrait à cette courbe, en vous inspirant de ce que j'ai fait juste avant. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc si je dessine maintenant la bande correspondante, je vais faire pareil, je vais partir de ce point-là, je pars de 1. Ok, je pourrais encore une fois partir de n'importe où, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que j'avais énoncé un résultat qui disait, donc c'était dans l'épisode 2i, j'avais énoncé un résultat qui dit, en fait, si je décidais de commencer ma bande, de commencer la description de la bande un petit peu plus tard, genre à partir du sommet 2 par exemple, eh bien je trouverai le même module bande, à isomorphisme près. Donc c'est pas un problème de partir de 1 à chaque fois, c'est pas un problème. Je pourrais choisir de partir de 2, je pourrais choisir de partir de 3 si je le décidais, ça change rien, d'accord? Donc vraiment, ok, donc là je décide de partir de 1 parce que ça m'arrange, mais je pourrais décider de partir de 2 ou de 3, c'est suivant bien sûr le type de courbe que j'ai dessiné, ça ne changerait rien. Donc je vais faire exactement comme je l'ai fait tout à l'heure, on parcourt la courbe, donc dans un sens ou dans l'autre aussi ça ne changera rien. Donc là je parcours la courbe, au début de le parcours de la courbe, j'arrive au sommet 2 en suivant cette flèche, donc je fais gamma, ensuite si je continue je remonte, pas descendre, donc je remonte en suivant alpha, donc 1,
Ensuite, je redescends en suivant gamma. Donc, je suis arrivé ici, ici. Puis vous voyez que je descends. Donc là, je vais avoir gamma, puis bêta. Non, c'est quoi? C'est delta. Non, oui, c'est bêta. Donc voilà, très bien. Puis à partir de 3, vous voyez, ensuite là, je remonte en suivant delta. Puis je remonte encore en suivant alpha. Donc, vous voyez que je n'obtiens pas la même, la même bande, d'accord? Et encore une fois, on identifie le point de départ avec le point d'arrivée, parce qu'on est revenu au point de départ et point d'arrivée de la courbe. Donc voilà, très bien, je viens donc de dessiner la bande correspondant à la courbe qu'on a là-haut. Maintenant, si je veux dessiner la bande, donc la bande M oméga, donc si ça c'est oméga lambda 1, ok, alors je vais la dessiner en disant encore une fois comme tout à l'heure, pour le sommet 1, il y a combien de copies de 1 en enlevant l'identification? J'en ai deux différents, donc je vais avoir K2. Pour le sommet 2, j'ai 3 copies, donc j'ai K3. Et pour le sommet 3, j'en ai qu'une seule de copie, donc K. Ok. Et puis maintenant, pour les morphismes, encore une fois, alors je vais faire alpha en dernier. Je commence par gamma, la première copie va vers la deuxième copie, et la deuxième copie... Enfin, pardon, la première copie va vers la première copie, et la deuxième copie va vers la deuxième copie. Donc ça veut dire que je me retrouve avec la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pour... non, ça c'est pas pour alpha. Excusez-moi. On va y arriver, hein. Donc ça c'est pas pour alpha, c'était pour gamma. Donc c'est-à-dire ici. 0, 0, 1, 0. Très bien. Ensuite, si je regarde ce qui se passe pour bêta, j'ai la deuxième copie de 2 qui va vers la première et la seule copie de 3. Mais tous les autres sont envoyés vers 0. Il n'y a pas de flèche bêta qui part de 2 ailleurs que ici. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec, donc cette fois-ci c'est une ligne, donc une matrice ligne, et la matrice ligne, le seul survivant c'est la deuxième composante, donc on a ceci. Pour delta, cette fois-ci, on voit que la seule flèche qui intervient delta, c'est celle qui va de 2 vers 3. Donc comme on a une flèche qui va ici là, on a la troisième copie de 2 qui est envoyée vers la seule copie de 3. Donc ici, on va avoir ceci. Et enfin, pour alpha, alors on voit que la deuxième copie de 1 est envoyée vers la première copie de 2, donc ça veut dire que je dois avoir, donc je dois avoir 1, 0, 0, ça c'est sûr. Et puis ensuite, la première copie de 1 est envoyée également vers la troisième copie de 1, c'est ça. Donc vers la troisième copie de 1, mais par contre cette fois-ci je dois mettre un paramètre lambda, donc il y a un bloc, il y a une espèce de bloc de journaux qui va apparaître, donc ça veut dire que là je vais avoir finalement lambda, quoi, je crois, si je ne fais pas de bêtises. Donc là je vais avoir, on a dit 0, 0, et là je vais avoir lambda moins 1 encore une fois parce qu'il est lu dans le mauvais sens. Ok, et donc on peut s'amuser à vérifier que les compositions ça donne bien 0 partout, patati, patata. Et maintenant, si vous étudiez tous les morphismes que vous pouvez avoir qui vont de cette représentation vers elle-même, je le fais pas, mais je vous invite à faire l'exercice. Là, c'est quand même une représentation plus simple. Donc si vous voulez faire l'exercice, ça veut dire qu'il faut écrire, oui j'ai une matrice ici 2, 2, ici j'ai une matrice 3, 3, puis ici j'ai une matrice juste 1, finalement c'est un scalaire. Et vous pourrez vérifier qu'en effet, les seuls résultats que je vais avoir, donc les endomorphismes de ce M oméga lambda 1, eh bien ce sera exactement K fois l'identité. Il n'y aura pas autre chose, donc en fait, on va voir en résultat, pour respecter tous les carrés commutatifs qu'il faut respecter, on va avoir en résultat, ici on doit avoir une certaine constante fois identité, ici une certaine constante fois identité, et ici une certaine constante, toujours la même, fois identité. Voilà ce qu'on obtiendra comme résultat. Je vous invite à faire le petit exercice juste pour le faire par vous-même. J'ai juste, histoire de temps et de ne pas vous embêter avec plein de calculs embêtants, j'ai pas envie de faire le détail ici. Mais en fait, voilà, le gros résultat qui se cache derrière, c'est que si je dessine des courbes fermées primitives qui ne s'intersectent pas eux-mêmes, alors j'ai affaire à des modules bande briques en prenant un. Alors c'est vrai que vous pourriez me poser la question, je vais arrêter vraiment sur ça.
Vous pourriez me poser la question, oui, mais si j'avais mis autre chose que 1 ici, eh bien il se trouve que ça ne marcherait plus. Donc on n'aurait plus de bande brique. Donc en fait, M oméga lambda n est une brique si et seulement si n égale 1. Enfin, si et seulement si implique n égale 1. Parce que oui, en effet, comme on vient de le voir dans l'exemple précédent, c'est pas parce que n égale 1 qu'on a une brique. Hein. Il faut vraiment que la courbe ne s'intersecte pas lui-même. Okay, mais vraiment, il faut que n soit égal à 1. Parce que si n n'est pas égal à 1, je vais faire un petit schéma rapide. Si m n'est pas égal à 1, il est possible de faire un morphisme. Alors là, je m'aide beaucoup d'une connaissance beaucoup plus interne qui est liée à ce qu'on appelle le carquois d'Ostrander-Huytten. Mais je ne veux pas en parler davantage ici. Mais sachez que grâce à ce carquois d'Ostrander-Huytten, on est capable de décrire quasiment tous les morphismes, je dis bien quasiment parce qu'il y a quand même quelques morphismes qui ne sont pas représentés, mais quasiment tous les morphismes qu'il peut y avoir entre les représentations indécomposables. Et donc en particulier, pour les modules bande brique, on a ce genre de motif, de choses qui peuvent se produire. Donc en fait, je vais avoir la possibilité de créer un morphisme qui va être la composition d'un morphisme qui passe par celui en n plus 1 plus celui en n-1. Oméga lambda n-1 et ensuite je reviens, donc m oméga lambda n. Donc je vais avoir ces deux morphismes là, disons f et g, et g rond f va être non nul et ça va pas être non plus identité. Donc on est capable, si n n'est pas égal à 1, de faire ce genre de morphisme à travers des modules bandes, juste le même type de bande, le même scalaire lambda, sauf qu'on joue avec des dimensions d'espace vectoriel plus grands. On peut faire des trucs comme ça qui font que on casse le fait d'avoir un module bande brique, d'accord, notamment avoir une brique. Donc c'est pour ça que je m'intéresse que au cas n égale 1, parce que c'est ceux-là qui vont nous donner les modules bande brique. Et donc parmi ceux-là, il faut prendre ceux en termes géométriques qui correspondent à des courbes qui ne s'intersectent pas eux-mêmes. Voilà donc le résultat que je voulais vous énoncer aujourd'hui. Bon, il reste que quelques épisodes. Un prochain épisode, je vais vous introduire une famille de carquois qu'on va étudier. Une famille de carquois qui est très liée aux exemples qu'on a fait jusqu'à maintenant, notamment cet exemple-là et l'exemple du Kronecker qu'on a déjà vu dans un précédent épisode. Je vais également, pour l'épisode encore suivant, donc dans 2 épisodes, je vais enfin vous donner le résultat final, le résultat qui lie toutes les choses entre elles, toutes les choses que je vous ai racontées sur cet épisode 2. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore expliqué le lien avec les mots parfaitement amassants, il va falloir que je vous y amène. Mais pour vous donner peut-être un petit avant-goût, le lien il est très important par rapport aux courbes qui sont ici. Pour vous aider, pensez aux méandres. Voilà, donc si vous revoyez l'épisode des méandres, le lien avec les mots parfaitement amassants et les méandres, et si vous voyez là les courbes ici qui ne s'intersectent pas, en fait il y a un moyen de lier les courbes qui ne s'intersectent pas ici à des méandres. Alors pas toutes les courbes, mais en tout cas, quoique si toutes les courbes, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ouais, en tout cas, si c'est pas toutes les courbes, une très grande partie des courbes. Donc oui, si je veux faire le lien avec les mots parfaitement amassants, voilà, c'est pour ça que j'avais un doute. Si je veux faire le lien avec les mots parfaitement amassants, il faut que je regarde une certaine famille de courbes. Mais si je veux faire avec les méandres sur des chemins de Dick, eh bien, je peux avoir toutes les courbes. Voilà, donc c'est ça la nuance qu'il faut apporter. Donc c'est ça un des résultats importants que je vais vous amener dans 2 épisodes. Et il restera un 3e épisode de cette saison où je vais vous faire un exposé final rapportant tous les résultats, notamment ce résultat de bijection. Et quelques conséquences, une conséquence assez intéressante sur les mots parfaitement amassants. Voilà, j'ai plus grand chose d'autre à dire, si ce n'est que, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de manière un peu plus générale de la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. Comme d'habitude, je vais me planter. Ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à activer la clochette pour les derniers épisodes ou les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. 2 nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à parcourir la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!